Robert, bonjour. Bonjour. Voilà, écoute, tu es passé par nos organisations membres quand tu étais le plus jeune. Il fut un temps. Est-ce que tu peux nous retracer ton parcours de militant? C'est assez simple. En fait, j'étais membre du mouvement des Faucons Rouges dès que j'étais gamin, quoi. Et puis, au fil du temps, je suis devenu animateur et j'y ai pris des responsabilités, à tel point que ça m'a conduit à devenir président national des Faucons Rouges. Et donc, à ce titre-là, je suis devenu membre du conseil d'administration de ce qu'on appelait à l'époque la Confédération des jeunesses socialistes, qui était à peu près ce que Progène est aujourd'hui, avec une ou l'autre organisation qui n'existe plus et de nouvelles qui sont arrivées, mais grosso modo, celle était la même configuration. Et voilà, et puis j'y ai siégé comme président pendant quelques années quand même. Et puis un beau jour, j'ai été sollicité pour poser ma candidature comme secrétaire général de la CJS. Ce que j'ai fait de 90 à 92, puis de 92 à 94, j'ai présidé la CJS. J'étais retourné dans ma vie professionnelle, mais on m'avait demandé de rester comme président. Donc je suis resté 4 ans au service de la CJS. Alors, à l'époque, c'était la grande époque de trouver les moyens, parce que déjà, mais je suppose que c'est toujours le problème dans les organisations de jeunesse. Mais à l'époque, c'était compliqué parce que les subventions étaient vraiment très très faibles et les différents apports dont on pouvait bénéficier jusqu'à une certaine époque de la part du Parti socialiste avaient été coupés. Et donc nous n'avions plus que les subventions pour vivre. Or, on sait bien que les subventions ne couvrent que partiellement les dépenses et encore les dépenses admissibles. Et donc, ça voulait dire qu'il fallait trouver des moyens complémentaires à toutes sortes d'activités propres qui devaient être rentables. Or, c'est toujours évidemment difficile dans une organisation de jeunesse, surtout quand elle est de coordination, de rentabiliser ces activités. Donc, tu étais et président et secrétaire général ici. Oui, donc j'ai été membre du conseil d'administration, puis secrétaire général et puis président. Voilà. Robert, les jeunesses du GTB organisent, d'ailleurs l'affiche est là, le 1er décembre, l'inauguration d'une exposition sur les luttes qui sont menées au niveau de la sécurité sociale, donc sur 44 ans de guerre sociale en Belgique, avec toute une série d'attaques qui sont menées depuis des années et de luttes pour éviter de reculer. Comment tu vois, dans une perspective historique, les choses par rapport à ça, et sur le fait qu'il y ait à la fois une mémoire des luttes pour quelque part savoir d'où on vient, et à la fois aussi une capacité pour la jeunesse notamment à se projeter dans l'avenir de ces luttes? Dans le parcours historique, moi je vois trois moments. D'abord, je vois le moment où on a construit les choses, grosso modo au lendemain de la guerre et jusque dans début des années 80, où on a construit cette sécurité sociale morceau par morceau, et les uns s'ajoutant aux autres pour faire ce qu'un jour un ancien président de la FGTB avait qualifié de cathédrale du monde du travail, de la sécurité sociale. Et puis il y a eu une deuxième phase qui a commencé à peu près dans les années 80, avec l'avènement du néolibéralisme et des politiques, même quand on était dans des gouvernements à participation socialiste, on avait quand même déjà des influences libérales très fortes, et en tout cas il y avait des réalités budgétaires qui conduisaient à, ce qui fait qu'on a, à l'époque, on est rentré dans la phase de ce que j'appelle la phase de recherche de moyens pour garder ce qu'on a, mais sans donner quelque chose en plus. Donc la construction s'est figée à peu près à ce moment-là, et on est rentré dans la phase où on a poser la question budgétaire. Comment est-ce qu'on arrive à trouver les moyens de financer tout ce qu'on a? Et puis aujourd'hui, on est dans une troisième phase qui a commencé, je dirais, il y a grosso modo une dizaine d'années, mais qui prend une accélération terrible en ce moment. C'est que maintenant, on ne se pose même plus la question de savoir comment on va financer ce qui a lieu d'être financé, mais on est en train de purement et simplement supprimer des pans de couverture de la sécurité sociale pour des raisons budgétaires. On a inversé la logique. On est passé d'une logique rechercher les moyens pour financer à qu'est-ce qu'on supprime compte tenu du fait qu'on n'a plus de moyens. Parce qu'on ne veut pas poser la question sérieuse du financement de la sécurité sociale et qu'on ne veut pas remettre en cause les mécanismes de réduction de cotisations sociales que l'on donne de manière un peu gratuite aux entreprises sans trouver les moyens alternatifs. Alors, au début, on a dit on va donner des réductions et mettre des moyens alternatifs. Ça, c'était l'époque
Loretta Collins était au ministère des Affaires sociales et qu'elle a négocié à l'intérieur du gouvernement chaque fois des compensations sur le fait qu'on réduisait les cotisations sociales. C'était la notion de financement alternatif. Et puis un beau jour, on a arrêté d'alimenter cette caisse de financement alternatif, mais on a continué à réduire les cotisations sociales. Évidemment, ça ne pouvait arriver qu'à une situation de chaos en termes financiers dans la sécurité sociale. Alors la perspective d'avenir, dans l'état actuel des choses, je la vois de manière un peu sombre, parce qu'on ne voit pas les gouvernements de droite qui sont au pouvoir ne changent pas d'avis, on ne voit pas d'impulsion qui vient de la part de l'Europe non plus sur ces questions-là. Au contraire, l'Europe continue à impulser des politiques à la fois d'austérité budgétaire et de réduction de couverture sociale, de la protection sociale. Et donc, je ne vois pas dans le paysage politique aujourd'hui de volonté, en tout cas pour ceux qui sont au pouvoir, de volonté de vraiment prendre à bras-le-corps la question de trouver les moyens de mener une politique de protection sociale digne de ce nom dans ce pays et qui corresponde aux besoins de la population. Donc je suis un peu pessimiste de ce point de vue-là. La seule touche, je dirais, positive, et celle qui peut nous donner de l'espoir, c'est que le combat n'est pas fini et qu'il faut que la gauche reconquiert le pouvoir, qu'elle reconquiert le pouvoir, mais qu'elle reconquiert aussi le débat politique sur la question, effectivement, du niveau de protection sociale. Justement, ça enchaîne ma question suivante, puisque tu parles de la gauche du PS, donc toi tu viens de Carignan, et justement c'est la ville qui a donné son nom à une charte fondatrice du socialisme, et qui met donc en avant la lutte des classes. Alors on la remet en question aujourd'hui. Est-ce lié à un certain embourgeoisement ou à une coupure des réalités sociales des dirigeants actuels du socialisme? Il y a plusieurs choses à dire. D'abord, je trouve que l'exercice qui consiste à vouloir remettre en cause des textes historiques comme ceux de la Charte de Calonne. La Charte de Calonne, c'est quand même la fin du 19e. Donc, à ce train-là, revoyons les paroles de l'Internationale, revoyons le texte de la Déclaration universelle des droits de l'homme, et tant qu'on y est, pourquoi pas le champ des partisans. Je ne trouve pas que ce soit un débat très intéressant que de vouloir remettre en cause des textes historiques. Ce sont des textes historiques qui restent des références et qui évoluent dans la lecture qu'on en fait, évidemment en fonction du temps qu'on vit. Mais je pense qu'on est en train de perdre une énergie inutile à vouloir remettre en cause des textes comme ça. Par contre, que l'on essaie de reformuler une nouvelle forme d'action de gauche, ça me paraît plus intéressant et peut-être plus fondateur. Parce que je pense qu'effectivement, ceux qui aujourd'hui, même à l'intérieur du parti, et il y en a, qui remettent en cause le principe de la lutte des classes, soit ils n'ont strictement rien compris à la société dans laquelle on vit, soit effectivement ce sont des bourgeois qui ne vivent que dans le milieu des bourgeois. Parce que moi je peux vous dire que dans le monde du travail et dans le monde de l'entreprise, la lutte des classes, c'est quelque chose qu'on connaît parfaitement bien et qu'on vit au quotidien. Probablement que ceux qui considèrent que la lutte des classes n'existe pas sont probablement ceux qui ont chez eux quelqu'un qui vient travailler pour refaire leur ménage, par exemple en titre-service. Eh bien, de poser la question à quelqu'un qui travaille en titre-service si la lutte des classes existe ou n'existe pas, ne sera peut-être pas vous expliquer les choses d'un point de vue intellectuel, mais je peux vous dire que quand elle vous expliquera les conditions de travail dans lesquelles elle est, vous comprendrez que la lutte des classes, elle est toujours d'actualité. Elle est peut-être même encore plus criante aujourd'hui, parce que le risque est beaucoup plus important. On classe toujours à peu près la population en 3 catégories. Ce qu'on appelait dans le temps le prolétariat et qu'on dit maintenant aujourd'hui la catégorie précaire de la société, la classe moyenne et la haute société. Ce qu'on oublie de dire, c'est que la classe moyenne est elle-même divisée en fait. Elle est divisée dans une classe moyenne qui est pas très loin, qui est en condition d'atteindre le sommet, mais il y a aussi toute une partie de cette classe moyenne qui est aujourd'hui sur le fil du rasoir. Et qui, pour un oui ou un non, pour pas grand-chose, une maladie, une entreprise qui ferme, on perd son emploi, on tombe malade, on a un enfant malade, on est foutu de son appartement parce que le propriétaire ne veut plus de vous, pour quelque raison que ce soit. Et ces gens sont sur le fil. Et ce qui est dramatique et très dangereux, c'est qu'on est en train d'instiller dans la tête de ces gens-là que s'il n'y a pas de lutte de classe, ça veut dire que ceux qui sont en dessous d'eux sont des profiteurs. Et que donc on est en train
de dire aux gens, vous devez vous protéger de ceux qu'on qualifie de profiteurs dans la société pour que ne pas risquer vous dans la précarité. Sans leur dire qu'en réalité, ce n'est pas en prenant ceux qui sont en dessous, qui n'ont déjà rien à donner, qu'on va résoudre le problème. C'est en prenant au peu de gens qui sont au-dessus, mais qui ont beaucoup, qu'on trouverait le problème. Et je trouve que la gauche aujourd'hui devrait essayer de recentrer son débat sur cette question-là, la question des inégalités sociales. On est dans une société où les inégalités sociales n'ont jamais été aussi importantes. Quand on voit ce que les gouvernements de droite en Europe font aujourd'hui, chaque fois qu'ils prennent des mesures, ils creusent ces inégalités. Et donc on devrait vraiment centrer le combat de la gauche sur cette question des inégalités sociales, parce que le plus grand drame, c'est que même nous, dans la gauche, nous avons tendance à banaliser ces questions d'inégalité. Et quand nous aurons terminé de banaliser les inégalités sociales, nous aurons terminé d'avoir droit de cité. Et ça, c'est important. Si la gauche ne se concentre pas sur cette question-là, elle est vouée, à mon avis, à disparaître. Il y a même des inégalités, même au niveau des secteurs, même en général. On place la culture en dessous de... Enfin, on retrouve même ces discours chez les membres des partis de gauche, qui divisent même cela. Mais c'est ça même. C'est à la fois les gens, mais à la fois les thématiques qui quand je parle moi-même à des permanents syndicaux qui travaillent dans des secteurs, qui s'occupent de la chimie, qui travaillent dans le secteur de la chimie pharmaceutique. Donc on est en train de travailler sur des droits fondamentaux, augmentation des salaires, amélioration des conditions de travail. Mais ces gens-là ne se rendent pas compte qu'il y a des gens qui sont au chômage, qui sont exclus du chômage, qui sont au minimum de moyens d'existence et qui ne savent même plus vivre et qui sont en dessous du seuil de pauvreté. Mais ça n'est pas la préoccupation du permanent syndical, parce qu'il y a une espèce comme ça de dire, enfin, on ne le dit pas évidemment, c'est jamais exprimé comme tel, mais la réalité c'est qu'on banalise que ce sont les dégâts collatéraux de la société. Et c'est terrible d'en arriver, et ça l'aveu d'échec. Robert, quel est ton message aujourd'hui pour les jeunes professionnels ou bénévoles qui s'engagent dans le secteur jeunesse pour porter leurs idéaux? Alors j'ai envie de leur dire que ça n'a jamais été facile pour les jeunes. On n'a jamais fait la place aux jeunes. On a un discours comme ça en disant on devrait donner de la place aux jeunes, comme s'il fut un temps où on l'a fait. En fait, je pense qu'on n'a jamais donné la place aux jeunes dans aucune organisation. Dans le monde du travail, on ne donne pas non plus la place aux jeunes. On parle de réactiver. Quand vous arrivez dans une entreprise, les anciens ne vous donnent pas nécessairement votre place tout de suite. Ni dans le mouvement syndical, ni simplement dans le travail normal. Vous êtes un jeune ingénieur qui sort de l'école, vous trouvez une place dans une entreprise, le vieil ingénieur ne va pas nécessairement vous aider à vous appliquer. Quand vous êtes un ouvrier qui arrive pour être engagé dans une entreprise, les vieux ouvriers de l'entreprise n'ont pas nécessairement vous aider. Je dis nécessairement, parce qu'il ne faut pas non plus faire de généralité, mais je veux dire que ça a toujours été difficile pour les jeunes faire leur place. Et les jeunes sont toujours considérés par ceux qui se considèrent comme adultes, ou grands, ou vieux, je ne sais pas comment. Vous avez remarqué que ceux qui qualifient les jeunes ne se donnent jamais un qualificatif. En principe, quand on qualifie les jeunes, on devrait se qualifier de vieux. Mais c'est quelque chose qu'on n'entend jamais. Mais bref, donc ceux qui qualifient les jeunes de gens idéalistes, utopistes, etc., moi j'ai envie de dire aux jeunes, soyez-le, nom de Dieu. Parce que si on n'est pas utopiste, si on n'est pas idéaliste, si on n'est pas révolutionnaire, si on n'est pas grande gueule, si on n'est pas enfonceur de porte quand on est jeune, on ne sera jamais. N'attendez pas d'avoir 50 ans pour avoir le droit à la parole. Vous aurez droit à la parole, mais vous serez amorti. Donc prenez-la quand vous êtes jeune, enfoncez les portes, bousculez les gens, faites-vous mal voir par les appareils, par les gens qui sont installés, parce que c'est la seule manière de changer les choses. Moi, en tout cas, quand il y en a un jeune qui me tape à la porte, je lui ouvre la porte. Je sais que ce n'est pas le cas de tout le monde. Et donc, il faut continuer. Une société ne sait pas fonctionner si les jeunes, à un moment donné, ne donnent pas un coup de pied au cul au vieux. C'est comme ça qu'il faut l'objection de conscience plutôt que finalement dans sa propre volonté de réussir personnellement dans la concurrence par rapport aux autres. C'est ça. C'est presque, j'allais dire sociologique, mais c'est plus que sociologique, c'est carrément anthropologique. Il est assez naturel dans l'attitude d'un être humain qui est installé, qui est là depuis un certain temps, de ne pas laisser la place aux jeunes.
Et il est donc il doit être tout aussi naturel de la place des jeunes de dire moi je veux prendre la place du vieux. Alors il ne s'agit pas de dire je veux le foutre dehors pour prendre sa place, c'est pas ça, mais c'est dans la logique, dans la perspective, il est dans la nature normale des choses que les jeunes se battent pour en effet à un moment donné prendre la place des autres. Alors ils le feront au moment où ça devra le faire, mais le message que je dis aux jeunes, je dis continuez à vous battre, continuez à bousculer. Ne vous laissez pas endormir par ceux qui vous disent qu'il est trop tôt, mon garçon, ma fille, attends encore un peu. Non, il faut y aller. Quoi. Merci beaucoup. Merci. Coupé. Pour l'action aussi, mais j'ai énormément. 3, 4. Merci beaucoup. Ouais.